Je voudrais en quelques mots donner la vision qu'Arvalis a du dossier Ecophyto 2018 et surtout voir quelles sont les pistes que l'on peut proposer aux producteurs et puis aux organismes qui travaillent avec eux. Je crois que ce qui est important, c'est de garder la vision d'un plan Ecophyto qui préserve les principes de base de l'agriculture, c'est-à-dire avec une agriculture qui reste productive, puisque la productivité c'est quand même la base de la compétitivité pour les producteurs. Et puis aussi des propositions qui préservent aussi la qualité des produits. On a deux grandes propositions à faire aux producteurs aujourd'hui pour faire face au plan Ecophyto 2018. La première concerne la gestion des intrants en essayant de serrer au maximum les intrants en préservant ces deux grandes valeurs de productivité et de qualité. Le deuxième volet, il va au-delà des objectifs du plan Eco 2018. C'est de proposer des pratiques qui maîtrisent les impacts. Parce qu'on ne peut pas se contenter aujourd'hui de réduire l'usage des produits phytosanitaires, il faut aussi qu'on ait une vision sur la qualité de notre environnement et voir comment on peut aider les producteurs à maîtriser l'impact de leurs pratiques sur la qualité de l'eau en particulier. Autour de la maîtrise des intrants, il faut travailler sur plusieurs choses. D'une part, comment est-ce qu'on peut baisser la pression parasitaire? Parce que si on ne baisse pas la pression parasitaire, on ne peut pas penser diminuer l'usage des produits de phytoprotection. Le deuxième point, c'est de faire en sorte que le produit de phytoprotection qu'on va utiliser ait la meilleure efficience possible. Et le troisième volet, c'est le domaine de l'alternative, c'est-à-dire lorsqu'il existe une méthode pour s'affranchir de l'usage en produits phytosanitaires, on peut l'utiliser par exemple en désherbage. Pour réduire la pression parasitaire, aujourd'hui on sait faire des choses. Et on a deux grands corps de levier. Le premier, qui est très important, c'est la génétique, c'est-à-dire le choix de la variété. Et donc aujourd'hui, on peut choisir une variété qui soit productive, de bonne qualité, etc., mais en même temps qui soit tolérante à un certain nombre de ravageurs et de maladies en particulier. L'enjeu n'est pas mince, hein. L'enjeu il peut être de l'ordre d'un traitement fongicide par exemple. Alors il y a un exemple très précis, c'est celui du pied-inverse. On sait que sur le pied-inverse, le choix de la variété est plus puissant que l'usage de la protection fongicide. Après, il y a le levier agronomique. C'est à la fois jouer sur les paramètres de l'itinéraire technique, la date de semis, c'est le travail du sol en interculture, par exemple, c'est le choix des rotations. L'impact de ces différentes mesures sera moindre. Lorsque on regarde ça de près expérimentalement, on a un poids énorme sur la pression parasitaire. Mais combiné à l'aspect génétique, on a un système qui, dès le départ, se met dans une situation de moindre pression parasitaire. Concernant l'efficience, si l'on veut maximiser l'effet des produits phytosanitaires que l'on utilise, et donc avoir des perspectives de réduction au-delà de ça, il y a deux voies possibles. La première, c'est les outils d'aide à la décision. L'enjeu des outils d'aide à la décision est très important et au vu des Ecophyto 2018, c'est de pouvoir les utiliser à grande échelle. Ils sont utilisés aujourd'hui, mais on a les moyens technologiques, et Internet permet de le faire facilement, de pouvoir les déployer sur un grand nombre d'utilisateurs. Bon, c'est le cas de Farbstar, hein, qui l'utilise déjà sur 450 000 hectares environ, et d'autres outils comme Septolis qui permettent d'avoir ou de prédire la maladie à une échelle territoriale. Pour améliorer l'efficience, on a parlé des OAD, mais il ne faut pas oublier les paramètres de la pulvérisation qui sont aussi très importants par le réglage du pulvérisateur, les conditions d'application, l'utilisation de certains adjuvants dans certaines conditions, le réglage des volumes, des types de buses utilisés, permettent d'augmenter l'efficience des produits qu'on utilise et donc permettent d'envisager des réductions de produits phytosanitaires. L'enjeu, il peut être de l'ordre d'un demi-traitement, hein. Il existe aujourd'hui des outils très simples sur Internet qui permettent de régler et d'optimiser le réglage du pulvérisateur. Ça, c'est très important parce que c'est quelque chose que tout agriculteur peut faire du jour au lendemain s'il le décide. Bon, nous avons vu ce qu'on pouvait faire pour la maîtrise des intrants. Il y a aussi le domaine des alternatives. Dans ces alternatives-là, il y a certaines d'entre elles qui présentent des limites. Je voudrais en citer deux. Le retard de la date de semis, par exemple, que l'on cite souvent pour atténuer la pression des maladies.
C'est un fait, ce n'est pas très puissant en termes d'impact. Et par contre, ça peut avoir un impact assez fort sur la productivité. Donc c'est quelque chose qu'on va recommander uniquement sur des parcelles à très fort enherbement. Parce que là, pour le coup, le fait de retarder la date de semis permet d'atténuer très fortement la pression des adventices. Une deuxième technique est souvent avancée pour réduire la pression des maladies, c'est la baisse de la dose d'azote. Alors, il est un fait que la fertilisation azotée a un lien avec le développement de certaines maladies, mais pas toutes. C'est le cas avec l'oïdium, c'est le cas avec les rouilles. Le danger auquel on s'expose en réduisant la dose d'azote, c'est une perte substantielle de potentiel. Et donc, on s'aperçoit que c'est surtout les surfertilisations azotées qui sont responsables du développement des maladies. Mais lorsqu'on se situe à l'optimum, on n'a pas d'avantage particulier à rechercher un sous-dosage. Mieux vaut, au contraire, rechercher par exemple une variété plus tolérante aux maladies, ça sera bien plus efficace. On ne peut pas se contenter d'agir uniquement sur les intrants, il faut aussi voir quelles sont les techniques que l'on peut proposer aux producteurs en même temps pour réduire l'impact de leurs pratiques sur la qualité de l'environnement, et en particulier la qualité de l'eau. Alors la première des choses que l'on peut faire, c'est de travailler sur les pollutions ponctuelles. Ça reste encore la première source de pollution des eaux, en particulier des eaux de surface. Et ça se déroule tout ça autour du pulvérisateur. Alors la première chose à faire, c'est de voir comment est-ce qu'on peut mieux gérer les fonds de cuve. Ces fonds de cuve sont les résidus de pulvérisation qui restent dans le pulvérisateur au dernier passage. Comment les éliminer? D'abord pour faire en sorte qu'il y en ait le moins possible, donc c'est un calcul, c'est avoir un outil bien réglé, etc. Et puis deuxièmement, c'est d'utiliser les bonnes pratiques de rinçage au champ, avec double ou triple rinçage. Et là, pour ce faire, il existe des outils très simples que l'on peut regarder sur le site internet qui permettent à un agriculteur de savoir quelle technique il doit utiliser pour gérer au mieux son fond de cuve ultime. Les pollutions ponctuelles sont les plus simples à régler et sans doute les plus efficientes. Mais il faut aussi réfléchir à la façon dont on peut réduire l'impact des pollutions diffuses. Et là, il faut déjà commencer par un diagnostic de situation, savoir quelles sont les parcelles qui posent problème, quels sont les produits qui posent problème et les conditions dans lesquelles elles sont utilisées. Et à partir de ça, d'un véritable diagnostic, on peut proposer aux agriculteurs des techniques alternatives, soit en décalant les époques d'application, en travaillant sur les doses, en changeant de produit, en faisant des aménagements parcellaires aussi, mais de façon ciblée. Il n'est pas question, par exemple, de tout modifier sur l'exploitation. Il faut cibler simplement les parcelles qui posent le plus de problèmes. Alors on a une petite expérience au travers de certains bassins versants pilotes où on a pu constater que quelques pourcents, parfois 10% de la surface d'un bassin versant posait réellement problème. Tout l'enjeu du plan Ecophyto, et en particulier du réseau ferme qui est en train de se constituer, c'est de voir comment est-ce qu'on peut assembler au mieux toutes ces techniques au sein d'une exploitation pour trouver la combinaison optimale qui convienne le mieux à chaque exploitation. Comment combiner les meilleures variétés qui soient à la fois productives, de bonne qualité, mais aussi tolérantes aux maladies, par exemple. Quelle technique de travail du sol on va proposer, comment contourner le problème des adventices en certaines rotations courtes. Est-ce qu'on introduit une nouvelle culture? Et ça, on ne peut le faire qu'en discussion avec les OS concernés. Parce qu'on ne peut pas inventer des techniques, il faut vraiment qu'elles soient adaptées au contexte pédoclimatique et aussi au contexte du marché. Les coopératives ne vont pas inventer une nouvelle production si en face il n'y a pas un marché. Donc toute cette réflexion préalable est très importante et on est prêt à accompagner les coopératives dans cette démarche. Je crois qu'il faut être précis et ambitieux aussi sur les indicateurs que l'on va utiliser. Le premier indicateur, ça sera des indicateurs économiques, parce qu'il n'y a pas de durabilité pour une entreprise agricole s'il n'y a pas un avenir et un horizon économique. Donc des indicateurs comme la marge brute ou le coût de production aussi seront des choses importantes. Il faut regarder aussi ce que l'on peut proposer en termes d'indicateurs d'impact et regarder au-delà de l'usage des produits phytosanitaires aussi les impacts sur le bilan carbone, le bilan CO2, etc.
Et pour ce faire, on peut très bien utiliser l'outil EGES qui est sur notre site, qui permet de faire des calculs au niveau de l'exploitation. L'ensemble de ces indicateurs est contenu dans l'outil que l'on appelle Cister et qu'on pourra mettre à disposition des coopératives si elles le souhaitent pour accompagner les fermes du réseau. Il faut pouvoir, sur une exploitation, pointer du doigt ce qui va mal, ce qui présente un danger pour l'environnement, et ensuite proposer de façon ciblée et ponctuelle des améliorations. La seule façon d'y parvenir, c'est de vraiment former des opérateurs qui seront capables ensuite d'aller sur le terrain, de rencontrer les agriculteurs et de faire ce diagnostic avec eux. Donc là, on est tout à fait prêt à organiser des sessions de formation pour les animateurs et leur permettre d'acquérir ces compétences et d'être de véritables auditeurs et de proposer des plans d'action de progrès totalement compatibles et cohérents avec le plan Ecophyto 2018.